Bonsoir, semaine riche en actualité, une actualité qu'on va évidemment débriefer en l'analysant et puis en la commentant. Les sanctions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont définitivement tombées cette semaine. 70 militants qui étaient passés à la commission de discipline de ce parti-là, évidemment, ont eu la sentence qui leur sied. On va également parler du point des préparatifs des élections régionales. Vous le savez, le président de la République en a décidé ainsi. Ce sera le 6 décembre 2020, une première dans l'échiquier politique camerounais. Les régionales, pour le gouvernement, tendent à concrétiser la décentralisation, un choix politique suivant l'élection présidentielle 2018. C'était le programme que le président Paul Biya avait proposé aux Camerounais. Dans la foulée, le professeur Jacques Fameux Ndongo et Maurice Kamto et le SIF. C'est une réponse à ces deux partis qu'on a pu observer cette semaine encore. Le secrétaire national de la communication du RDPC a répondu au désistement de ces partis, notamment le SIF, qui dit ne pas être pour ces élections. Le parti de John Froundi a donc annoncé son désistement. On reviendra également sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui a interpellé ceux qui voudraient, à travers peut-être des manifestations, faire des troubles sur la République. Parlerons également de cet arrêté du gouverneur, c'est dans la même mouvance, de l'opération Bamenda-Clean et enfin de cette démission qui ne cesse de faire parler. Sambaka a définitivement quitté l'UDC. Pourquoi ne pas parler de la Covid et des préparatifs du Chan? Voilà le menu de ce soir qu'on va aborder avec notre invité, Charles Atanganamanda, vous le savez. Il est directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la communication. Il est également une notabilité traditionnelle. Il est chef à la chefferie de Kolmessing. Nous sommes dans la région du centre, Kolmessi, dans la région du centre. Vous le savez, il est également militant du RDPC, conseiller municipal. Il est d'ailleurs passé devant ces disciplines. Charles Atanganamanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Toutes mes amitiés aux très nombreux publics d'STV Télévision qui va nous regarder et nous écouter pendant ce grand moment de télévision. J'ai failli dire ce grand moment d'histoire télévisienne. Et j'ai à cœur de dire des remerciements, ma reconnaissance à la rédaction de STV. Vous n'avez eu de cesse d'essayer de me déplacer de Yaoundé pour cette émission. Et évidemment, mon programme ne le permettait pas. Je vous remercie d'avoir été assez indulgent à mon égard. Et donc, mes salutations les plus respectueuses et les plus cordiales à l'attention de nos concitoyennes et concitoyens à travers le monde qui regardent ce grand programme, cette grande émission. Et je leur présente mes excuses de n'avoir pas toujours pu honorer ce rendez-vous, mais je suis là, mieux vaut tard que jamais. Et dans la foulée, permettez-moi, Dipita Tongo, de rendre hommage à monsieur le ministre de la Communication qui, de la manière la plus officielle, m'a permis de prendre la route avec tout le cadrage administratif requis. Donc, je ne suis pas là au nom de ma petite personne. Je suis là pour un propos qui va être un propos qui devrait sortir de la production de la pensée d'un cadre de l'État. Justement, vous parlez du ministre de la Communication. Vous avez beaucoup de boulot ces derniers temps dans le cadre de la communication gouvernementale, avec évidemment la situation sociopolitique, la lutte contre la Covid, le Chan. C'est une activité intense qui nécessite de temps en temps que vous montez au créneau. Oui, pour dire le moins, je pense qu'il faudrait historiquement que nous nous accordions, vous et moi, qui sommes dans le champ médiatique national, de ce que dès son arrivée commis par la plus haute autorité de l'État en cela. Le ministre de la Communication du Cameroun, en date du 4 janvier 2019, son Excellence René Emmanuel Sadi a eu un propos fort de ce qu'il avait à cœur, de redonner au propos gouvernemental toute la crédibilité attendue, tout le grand transport de véracité, et de rassurer nos populations, de rassurer l'opinion publique quant à la bonne foi permanente du gouvernement de la République sur tous les grands dossiers engageant la vie de notre pays, intramuros ou extramuros, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Oui, vous avez raison, c'est très aimable à vous. Du boulot, nous en avons. Je puis employer une image qui m'est familière. Le ministre de la Communication du Cameroun est assis sur le toit du pays et ses équipes, ses stratèges, dont je suis modestement, nous avons une torche à l'entrée du Cameroun et
je voudrais aussi rendre hommage aujourd'hui à la communication gouvernementale. Sous la houlette de René Emmanuel Sadi, c'est une communication qui est concertée, qui est articulée, qui est modulée. Et j'ai envie de dire qui surtout essaye d'être le plus proche possible des Camerounais en leur apportant l'information la plus vraie possible. Avez-vous le sentiment justement que vous êtes suffisamment audible? Avez-vous l'impression que l'opinion, le public qui vous regarde, qui vous écoute, qui vous suit, comprend le message gouvernemental quand après on observe quand même de temps en temps souvent des récalcitrants, des personnes qui n'ont pas forcément la même vision que le gouvernement, qui se disent attention, ce n'est pas toujours ce qu'on perçoit, nous qui sommes sur le terrain, nous qui vivons au quotidien. Ce que le gouvernement dit n'est pas forcément ce que nous on vit. C'est une très bonne question et vous faites bien de la poser à l'humble outil de l'État, le responsable en charge de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Nous compulsons donc au quotidien les faits d'opinion et les faits médiatiques, globalement les faits d'actualité. Pour dire qu'on est dans un monde qui va très vite. Vous savez, de plein pied dans la civilisation de l'intelligence, M. Tongo. Aujourd'hui, aucun gouvernement au monde ne peut penser diriger ou agir, à acter l'agir de l'exécutif les mains dans les poches. C'est très, très vite que tout va. Et souvent, qu'est-ce qui se passe avec les masses médias cybernétiques, tels que nous les appelons à l'Observatoire des médias, l'opinion publique, et surtout la mouvance médiatique générale? Ce qui se passe, c'est que vous avez des acteurs sociopolitiques ou globalement des acteurs de la mouvance médiatique nationale qui installent dans l'opinion leurs avis à eux sur un sujet précis. Parfois, et hélas très souvent, ce sont des contre-vérités, des fausses informations qui sont distillées. Et ces fausses informations-là, ceux qui tiennent l'attelage pernicieux et nocif derrière en veulent, tiennent à en faire l'information vraie. Maintenant, quand le gouvernement de la République, qui doit nécessairement avoir un recul de recoupement, selon le cheminement classique de Gaston Bachelard, une information qui est un événement qui survient, eh bien, il faut vérifier à bonne source, recouper, évidemment, confronter les sources et puis tirer les premières hypothèses avant d'énoncer la loi, c'est-à-dire publier, diffuser. D'où les communiqués du gouvernement, si vous suivez depuis janvier 2019. Le ministre de la Communication, il prend acte officiel au nom du gouvernement de la République en tant que porte-parole du gouvernement, même à 1h du matin. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je suis convaincu que l'opinion nous suit. Vous-même, les acteurs médiatiques, ce n'est que de la satisfaction que vous nous renvoyez dans l'écran qui est sur la table du ministre de la Communication, qu'on appelle l'Observatoire des médias. Et nous sommes, je vais dire, très satisfaits de ce que, une fois que le gouvernement a parlé, quelle que soit l'heure, tout l'espace public national a l'information. Et le feedback que nous avons, c'est ce jeu d'acteurs. Je suis en train de faire une image importante. Je crois qu'il faudrait que nous nous l'approprions de ce que le gouvernement ne saurait laisser. Ceux qui distillent et installent les contre-vérités et attendent même que le gouvernement vienne valider ces contre-vérités dans l'opinion. Vous en faites le constat de ces informations qui vont pratiquement à la vitesse de la lumière, j'ai failli dire, qui semblent vous prendre de vitesse, notamment sur les réseaux. Pas nous. Sur les réseaux sociaux. Je veux dire que les réactions du gouvernement viennent peut-être 3-4 jours souvent, après coup. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que dans ce jeu, le rôle entre ceux qui se font passer pour des alerteurs et vous, peut-être la réaction gouvernementale, n'y a-t-il pas une forme de déphasage? Est-ce que l'information, qui souvent n'est pas forcément vraie, qui se présente comme des fake news, ne va pas plus vite que celle que vous semblez porter? Y a-t-il pas... C'est une problématique que nous avons résolue. Vous savez, le ministre de la Communication, avec un agir communicant velouté, a réussi à résoudre cette problématique. En ce sens que vous vous rendez bien compte que chaque fois qu'il monte au créneau, quand le gouvernement de la République vient restaurer la véracité des faits, 3-4 jours après, tels qu'en eux-mêmes. Non, vous faites pas... Écoutez, vous n'êtes pas très aimable sur le coup. 3-4 jours, vous exagérez. Mais ça dépend des sujets, des questions, ça dépend, si vous voulez, des faits qui surviennent. Quand vous avez un événement qui survient sur les théâtres opérationnels à plusieurs kilomètres, et vous avez quelques concitoyens qui sont prompts à y aller avec des allégations mensongères inadmissibles,
vous ne voulez pas que le gouvernement suive ce genre de cheminement. Nous pensons qu'il vaut mieux prendre un jour ou deux pour apporter à l'opinion nationale et internationale l'information, la vraie. Et de deux, M. Tongo, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais de 2020-2019 ne travaille vraiment plus comme le gouvernement camerounais d'il y a quelques années en matière de communication. Et comme tel, nous avons, le ministre de la Communication a des relais incroyables à travers le pays et que souvent l'information arrive. Aujourd'hui, moi je voudrais rendre hommage à tous mes chefs, toutes hiérarchies confondues. Savez-vous comment le Premier ministre de la République travaille avec son ministre de la Communication? C'est extraordinaire. Nous qui avons le privilège humblement d'être là comme instrument, comme outil technique, nous en sommes au quotidien assez confortés. De ce que quand un événement survient sur le théâtre opérationnel à quelque endroit du pays, que ce soit un accident même de circulation et tout cela, nous avons la première information qui arrive. Et le faisceau de recoupement, je vais vous dire, quand le ministre de la Communication du Cameroun rend public un communiqué, croyez-moi, la technostructure étatique qui est derrière, elle est toujours très puissante. Justement, ce qui rend peut-être cette information souvent incompréhensible ou l'affaiblit, je vais prendre un cas. On a vu, par exemple, sur les événements de Gabour, dans le Nord-Ouest. Je savais que vous alliez revenir sur ce cas. À l'époque, le ministre de la Communication est sorti pour dire non, nous ne sommes pas concernés. Le ministre de la Défense est venu derrière, le secrétaire général président. C'était l'inverse. C'était l'inverse. Bon, du moins, il y a souvent des cas. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y a souvent des cas où il y a j'ai failli dire, cette incompréhension de la communication gouvernementale où il faut souvent se rattraper. Est-ce que ça ne rend justement pas non perceptible le message que vous voulez faire? Moi, je vous comprends. Vous savez, comme dans une autre vie, il y a de longues années, j'étais journaliste. Il y a de longues années aussi, je suis communicateur. C'est-à-dire que, au sens de la res publica, communicateur de l'État. Et je veux dire que vous, les journalistes, vous voulez que tout aille tout de suite, que le ministre de la Communication vraiment valide les fausses informations qui sont en train de donc, qui donne la bonne information dans les temps. Je reviens sur Garbou. C'est un exercice important pour que vous compreniez qu'au contraire, quand vous voyez l'articulation, la modulation concertée sur la communication sur Gabou, oui, c'est le seul cas, je vais vous dire, le ministre de la Communication du Cameroun en a été vraiment meurtri. Le gouvernement de la République dans son ensemble en a été meurtri parce qu'évidemment, les informations qui reviennent du terrain. Et ça donne raison au gouvernement d'avoir souvent un temps de latence pour recouper, pour vérifier, pour confronter les sources, pour tirer les premières hypothèses, pour communiquer. Au sens de Gaston Bachelard. Donc je veux dire que, monsieur Tongo, qu'est-ce qui se passe sur Garbou? Mais vous avez, je voudrais, avant de dire deux mots sur cette affaire, rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, héroïques et valeureuses sur le terrain de guerre, sur le théâtre opérationnel. Et donc, vous avez un chef d'unité, un élément de nos forces de défense et de sécurité, qui descend sur Garbou pour une autre mission qui n'est pas une mission et qui fait un rapport volontairement biaisé. Ce rapport va aller au niveau de toutes les échelles hiérarchiques jusqu'à parvenir au ministre de la Communication du Cameroun, via le ministre de la Défense. Et donc, non, il faut que je termine. Je dois évacuer cela parce que d'ailleurs, vous savez bien que le ministre de la Communication du Cameroun avait fait des clarifications. Et si vous vous souvenez, le communiqué officiel du président de la République, chef des armées, signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était formel, précisant que, évidemment, c'est cet élément, parce que c'est une chaîne, c'est cet élément de nos forces de défense et de sécurité qui avait fait un rapport volontairement biaisé, qui avait induit toute la chaîne en erreur. Et donc, il y a harmonie dans la prise de parole étatique sur l'affaire Garbou. Dernier aspect, on a le sentiment que la communication gouvernementale, même quand elle repose sur des aspects techniques, est vraiment centralisée. Je prends des exemples. Oui. Il y a par exemple eu des attentats à la bombe, aux bombes artisanales à Yaoundé. On se serait attendu que ce soit peut-être un procureur de la République qui se lève, qui monte au créneau, qui donne des indications sur plein d'autres faits. Pourquoi c'est toujours au niveau du ministre de la Communication, souvent d'autres ministères techniques, ministère de la Santé? Pourquoi est-ce que les responsables locaux sur des faits comme ceux-là, en France par exemple, lorsqu'il y a un fait, puisqu'on regarde tous, souvent la France, le procureur de la République monte au créneau, il donne le processus, les éléments de l'enquête qui sont rendus publics auprès de la presse. Mais ici, justement, c'est tout le temps la communication centralisée, j'ai failli dire, qui est obligée de monter au créneau. Non, Monsieur Tongo, vous n'y êtes pas complètement. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Vous en conviendrez avec moi, même s'il y a des séances comparatives. Je veux dire que, oui, la France, il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun que les Français ne font pas encore. Pour revenir sur ce que vous voulez indiquer, je vais vous surprendre aussi en vous prenant en contre-pied. N'avez-vous jamais suivi
les sous-préfets, des préfets, les gouverneurs. Parlons du gouverneur de la région du Nord et celui de la région du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ou encore de l'extrême Nord, ou encore du Nord, mais tout le temps dans une modulation communicationnelle articulée et concertée. Et évidemment, ils montent au créneau. Vous parlez de nos magistrats. Je vais pas... vous savez, le ministre de la Communication m'a donné un mandat, n'a pas prévu que j'en vienne jusqu'à vous vendre, à faire bon commerce des secrets d'État. Mais je vais dire quelque chose qui n'est pas un secret d'État en tant que tel. Savez-vous que nous autres travaillons au quotidien avec les magistrats en charge de tel domaine? Savez-vous, par exemple, le responsable de l'Observatoire des médias... Pourquoi ne pas le laisser aller donc monter au créneau? Je pense que le gouvernement de la République est une entité unique, globale. On prend deux reportages. Vous savez que ces procureurs relèvent quand même, ils sont quand même chapeautés par une tutelle, à savoir le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui lui-même est au quotidien, chaque fois que... Comment le ministre de la Communication et ses équipes, le ministre d'État, le ministre de la Justice et ses équipes, avons-nous géré par exemple les crises dans les prisons à Boya, à Yaoundé, dans une concertation avec tous ces magistrats, tous ces procureurs? Merci Charles. Je vous suggère de prendre d'un coup 3 reportages. On va annoncer le premier, le deuxième et puis le troisième. C'est la même thématique, mais elle est bien de planter le décor pour passer à autre chose, les élections régionales. Vous le savez, je l'ai dit, le président de la République les a convoqué le collège électoral pour le 6 décembre prochain. Et nos équipes de Yaoundé sont allées rencontrer le docteur Eric Essoussé pour faire le point des préparatifs. Et l'ECAM à ce jour, est-il prêt pour cet événement-là? Au lendemain de la convocation des collèges électoraux à l'effet de procéder à l'élection des conseillers régionaux, Elections Cameroun a mis en marche la machine électorale avec pour objectif de relever le défi de l'organisation du scrutin. Nous travaillons sur les fondamentaux des élections, liste électorale, les bureaux de vote, les candidatures et le matériel qui va accompagner dans les bureaux de vote. C'est ça, c'est un collège restreint. Il y aura bien moins, en tout cas moins de 1000 bureaux de vote. Contre les candidatures, on va les recevoir ici pour les traiter et que le conseil électoral va donc publier la liste des listes acceptées ou rejetées. Après, donc, il y a le contentieux qui va suivre. Bon, pendant qu'il y a le contentieux, nous on continue à travailler pour qu'on soit prêt, pour donc on s'assure qu'on sorte, n'est-ce pas, qu'on prépare les PV de dépouillement, les feuilles de pointage, les décisions qui organisent les bureaux de vote. Nous avons 30 jours pour faire tout ce travail. Cependant, les craintes majeures de la classe politique reposent essentiellement sur la tenue du scrutin dans les régions en proie à une crise sécuritaire. Et l'ECAM entend s'organiser comme durant les précédentes élections. C'est-à-dire que nous travaillons avec nos responsables locaux dans ces régions, avec les forces de sécurité et les autorités administratives. On sera obligé, malgré tout, d'organiser les élections et on trouvera les formules pour que ça se passe comme on l'a fait pour le double scrutin. Il n'y a pas de problème. Certains partis politiques, dont le MRC, le STF, ont posé des conditions pour prendre part à cette élection, notamment la révision du code électoral, qui avait d'ailleurs été recommandée par le Conseil électoral au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le moment, ce n'est pas à l'heure du jour. On est dans les élections. On va d'abord traiter les élections. Le code, ça va venir après. Quid de la pandémie Covid-19 qui n'est toujours pas maîtrisée au Cameroun? Dans les bureaux de vote, on va porter le masque. Il n'y aura pas plus de 50 électeurs et on évitera aussi, il y aura aussi la distanciation. Donc tout ce que nous faisons dans les jours ordinaires, dans nos lieux de service et dans les familles, on va trouver ça dans les bureaux de vote pour respecter les mesures gouvernementales. Rappelons que le scrutin se déroulera le 6 décembre prochain sur l'ensemble des 58 départements. Donc, dit qu'il n'irait pas aux élections, au cas où ces requêtes au niveau de la Chambre administrative ne sont pas définitivement, n'ont pas de réponse définitive. Vous le savez, le SDF a saisi les différents tribunaux pour revoir ce qui s'est passé lors des élections, notamment législatives, municipales dernières. Et le MRC, lui, les conditions, c'est si le code électoral et la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, si ces deux éléments ne trouvent de solution, ils ne sont pas pour ces élections-là. Dans la foulée, donc, le professeur Jacques Famdongo, dans son rôle de secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, y apporte des réponses. Suivez plutôt ce reportage. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et celui du Social Democratic Front SDF sont clairs.
Ils ne vont pas participer aux élections régionales prévues le 6 décembre prochain à cause de l'absence de réforme du code électoral et de la persistance des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un ultimatum que le professeur Jacques Famdongo qualifie d'ubuesque. Fin de citation. Dans un document de 4 pages signé le 7 septembre intitulé « Élections du 6 décembre 2020, les absents auront tort », le secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC affirme, je cite, « Le RDPC est partant, il est prêt, il est d'attaque ». Sur le boycott annoncé par le SDF, le professeur Famdongo remonte le passé du parti de la balance et rappelle qu'en 1991, John Fundi, au lieu de créer un électrochoc sur la scène politique, a refusé de se présenter aux élections législatives pluralistes. Un an plus tard, le chairman rate d'un iota le piédestal du palais de l'unité. Par rapport à la position du SDF de ne pas prendre part aux élections régionales, le professeur Famdongo affirme que John Fundi opte pour la politique fiction, lui qui fut la deuxième force politique du Cameroun et dont le parti ne cesse de perdre du terrain. La politique de l'autruche est une politique sans issue, écrit-il, qualifiant les appels au boycott du MRC et du SDF d'appels insurrectionnels ou antidémocratiques. Nonobstant ces appels, les élections auront bel et bien lieu le 6 décembre et après les régionales, les absents auront tort, conclut le membre du bureau politique du parti au pouvoir. Dignotum, au-delà des absents qui auront tort, le ministre de l'administration territoriale n'est pas allé du dos de la cuillère. Il monte au créneau pour cette fois-là menacer, pour prévenir ceux qui éventuellement viendront troubler ces élections-là. Pour la Tangandi, cette semaine a donc fait une conférence de presse pour le dire. Attention, il ne faut pas bousculer la ruche. Suivez ce reportage. Le 24 août 2020, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, jure que la convocation des collèges électoraux en vue de la tenue des élections régionales avant le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest déclencherait immédiatement une mobilisation pour chasser le chef de l'État du pouvoir. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des 2 exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Faisant fi des menaces du président national du MRC, 2 semaines plus tard, en maître absolu du calendrier électoral, le président de la République convoque les collèges électoraux à l'effet d'élire les conseillers régionaux le 6 décembre prochain. Au cours de la conférence de presse donnée à Yaoundé, à la suite de cette sortie du président Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale s'adresse à Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Le ministre Paula Tangandi revient sur le boycott délibéré du parti de l'agrégé de droit aux élections municipales et législatives du 9 février 2020 pour rappeler que quiconque ferait de la subversion sera frappé par la loi qui prévoit un emprisonnement à vie. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules en quête d'une hypothétique notoriété contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le contrôle judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro.
le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Pour Paul Atangandi, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. Charles Atanganamanda, pourquoi autant de débauches d'énergie pour un si petit parti politique? Maurice Kamto effraie-t-il le gouvernement? Le RDPC, donc chaque femme donc monte au créneau, le gouvernement monte au créneau, à travers là le MINAT. On voit la mobilisation des forces de sécurité ou alors sur les villes comme Douala, Yaoundé. Maurice Kamto effraie-t-il le gouvernement? Écoutez, je remercie pour votre question. La réponse est dans votre question. Monsieur Kamto ne saurait effrayer le gouvernement de la République. Parce que le gouvernement de la République est l'émanation de la souveraineté du peuple camerounais. La lecture que je tire de ces événements, au plan purement républicain, c'est que M. Tongo, vous et moi et tous les nombreuses compatriotes et les nombreux concitoyens qui nous regardent et nous écoutent, personne d'entre nous ne devrait permettre à un compatriote, quel qu'il fût, de prendre sur lui, de braver la superbe de la nation. Monsieur Tongo, vous savez que dans le processus de la mise en place des institutions de la République du Cameroun, souvent en conversant avec moi-même ces dernières semaines, j'ai ressorti une pensée forte et chère à Aimé Césaire. Une nation n'est pas une création, c'est un mûrissement, année après année, anneau après anneau. Oui, le président Biya, dans la méthode de Césaire, a bâti avec son peuple la nation camerounaise en mettant en place des institutions, pan après pan, anneau après anneau, année après année. Et il vous souvient, M. Tongo, que lors du grand dialogue national, la force, la puissance de la nation entière, le prêt du millier de comme citoyen, dont j'étais très honoré d'y être comme délégué au grand dialogue national, eh bien, tous ces délégués ont demandé au président de la République, à travers des recommandations, évidemment, de parachever le processus de mise en place de la décentralisation, n'est-ce pas? Et comme tel, nous allons là, à un moment de l'histoire du Cameroun, la mise en place des régions. Devons-nous permettre à un citoyen camerounais qui a choisi volontairement, à chaque moment, de rater le train de l'histoire, de prendre sur lui, de braver la nation entière? C'est cela le questionnement. Et le gouvernement, vous savez, prévoir, c'est agir. Non, je vais dire, gouverner, diriger, c'est prévoir, c'est anticiper. Si le gouvernement, évidemment, de par les missions qui sont les siennes, ne répond pas avec la tonalité requise, vous serez les premiers, vous, de la presse, à dire que le Cameroun n'est pas gouverné. Est-ce que le dire ainsi n'est pas également faire la sourde oreille quand on sait que tout le monde, y compris les CAM, tout au moins sur ce qui est du code électoral, tout le monde a dit il y a 2 ou 3 petites virgules à arrondir, à enlever. Est-ce que... Attendez, vous dites bien 2 ou 3 petites virgules. Maintenant, je pense qu'on ne va pas faire du juridisme. Et d'ailleurs, les lois du jeu ne se discutent pas ou ne se disputent pas quand on est déjà dans le vif du jeu. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Tout à l'heure, j'ai suivi 3 reportages importants qui résument la situation. D'abord, je vais faire une lecture fragmentaire et séquentielle. En 30 secondes, pour dire que ELECAM aujourd'hui, c'est le service public chargé des questions électorales et référendaires dans notre pays. C'est une satisfaction de l'expérience déjà assise, du métier déjà acté et de la pratique, justement. Donc, on peut se satisfaire de ce qu'on va à une élection historique avec un service public bien aguerri. 2, le camarade ministre d'État, secrétaire à la communication du RDPC, vous savez, à la fin, votre reporter n'a pas eu le temps de tout résumer. Il emploie une expression qui fait partie de la proverbialité classique dans notre pays. Qui part à la chasse perd sa place. Vous avez en face de vous un leader d'un parti politique qui est tout le temps parti pour une chasse on ne sait à quoi et qui à chaque fois perd sa place.
Mais de quoi se mêle-t-il ce leader-là? Des problèmes concernant les élections régionales. Il n'a aucun conseiller municipal à ce que nous sachions. Il a refusé de venir aux élections municipales et législatives. Ça ne lui enlève pas le droit en tant que citoyen. Nous sommes d'accord, mais ça ne lui donne pas le droit d'en appeler à l'insurrection. Ça ne lui donne pas le droit d'en appeler à la... Il en fait la précision ferme. Je vais vous dire. Il explique, Maurice Kamto, qui n'a jamais appelé à l'insurrection. Il dit simplement que le peuple sera invité à réagir. A-t-il qualité pour parler au nom du peuple? Ce peuple-là auquel il a toujours tourné le dos. Je vais vous dire. Selon les résultats de l'ICAM, il est au moins le deuxième aux élections présidentielles. Monsieur Tongo, on est tous des fils de ce pays, des fils et des filles. Il y a nos concitoyens qui nous écoutent. Il a au moins certaine légitimité. Personne au Cameroun ne peut se prévaloir, n'est-ce pas, de la magie du savoir, de la magie de l'intelligence. Non, vous savez, il faut un peu d'humilité. Mais Maurice Kamto est au moins deuxième à l'élection présidentielle suivant les résultats officiels d'ailleurs. Mais il a refusé. Donc il a une certaine légitimité. Il peut parler au nom de au moins 500 000 Camerounais. C'est là justement la clé, M. Tongo. S'il avait accepté sa place, puisqu'il ne pouvait pas en avoir une autre, l'élection présidentielle de 2018, même par la sorcellerie, la vraie... Je suis comme autorité traditionnelle. Je ne sais pas par quelle magie M. Kamto aurait pu gagner cette élection. Peut-être pas la magie du changement du système électoral. Face à un parti comme le RDPC, avec son leader qui est présent sur... Peut-être pas la magie jusqu'au dernier hameau du Cameroun, un parti qui est en permanence avec les Camerounais, qui travaille pour les Camerounais auprès du président Biya. Donc, je veux dire, Charles, monsieur... peut-être pas la magie du réaménagement du système électoral. Peut-être que si on a un système électoral mieux que celui-ci, ça permettrait de voir d'autres talents, d'autres possibilités. Maurice Kamto pourrait peut-être gagner une élection. Mais ce n'est pas là la question. Monsieur Kamto est allé aux élections présidentielles avec ce code électoral, précisément. Et justement, il en tire des leçons. Cher monsieur, il n'en tire aucune leçon du tout. S'il avait pu en tirer des leçons. Vous savez, nous autres qui sommes au RDPC, avec le vénérable président national, chacun à son niveau, on a déjà beaucoup de choses comme ça pour pouvoir proposer dans notre famille. Mais si moi j'avais été un de ses conseillers, je lui dirais qu'il lui eût été plus simple. D'abord, d'accepter la vérité implacable, incontournable, incontestable des urnes, n'est-ce pas, dans cette élection présidentielle 2018, et ensuite de se constituer en parti républicain et aller bousculer le RDPC aux législatives municipales. Les l'a fait depuis 90 et fatalement, je veux dire, quand on rencontre le même arbre deux fois dans la forêt. Oui, mais enfin, il ne faut pas lire les choses comme ça. Monsieur Tongo, vous êtes journaliste. Vous savez, la politique est une discipline particulière. Les journalistes n'ont pas de questions, justement, pour comprendre. Et oui, je vais essayer de vous faire comprendre. Ça tombe bien. Parce que moi, j'ai déjà fait un grand bond de l'autre côté. Pour vous faire comprendre que cette discipline qu'on appelle la politique, il faut y aller avec un peu de patience, une bonne dose d'humilité et un grand transport d'esprit d'à propos. Regardez, vous aimez bien citer la France. Pourrions-nous, vous et moi, reciter la France? Combien de temps François Mitterrand a-t-il pris pour arriver aux affaires à l'Élysée? Combien de temps Jacques Chirac a-t-il pris pour arriver aux affaires à l'Élysée? Avec l'avantage répondez-moi, M. Tongo. Avec l'avantage quand même d'avoir des systèmes électoraux qui leur permettaient, à l'époque, M. Tongo, le débat n'est pas un problème du système électoral. Justement, c'est là que Maurice Kamto le débat est un débat d'amalgame et le débat est une fuite en avant. Le débat est vous savez, la dévolution du pouvoir dans une démocratie comme la nôtre, c'est dans les urnes, avec les suffrages. La puissance. Écoutez-moi bien. Personne ne le conteste. C'est le peuple camerounais, le peuple souverain qui donne. Si le jeu est aussi transparent que l'urne, le jeu est absolument transparent. Et vous le savez. Comme journaliste, vous savez très bien, M. Tongo, vous et moi. Vous savez, on se rencontre. Je ne donne pas mon émotion, je donne pas mes sentiments. Nous avons l'avantage. J'essaie de redire ce que les autres en face vous disent. Oui, très bien. Nous savons ce qu'ils nous disent. Vous faites bien de nous le relayer, mais vous n'en ajoutez pas grand-chose. Vous savez bien, vous et moi, qu'en dehors des plateaux, vous savez bien, vous et moi, que le débat est ailleurs. Le débat est on appelle ça un peu en sémiotique, une construction. Et donc, si je fais une transposition politicienne, oui, parce que c'est ça, la politique politicienne qu'ils font. En réalité, des gens se croient très intelligents. Ils se rendent bien compte que les Camerounais ne peuvent pas leur faire confiance. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut appeler les Camerounais dans la rue pour prendre le pouvoir. Mais moi, je vais vous dire, il y a un Dieu qui existe parce que tout pouvoir vient de Dieu. Le vrai pouvoir vient de Dieu. Paul Biya n'a envoyé personne dans la rue pour être président du Cameroun. Alors, je souhaite pleine chance à ceux qui veulent envoyer les Camerounais dans la rue pour prendre le pouvoir. Ça n'arrivera pas. Le 22 septembre, ça vous dit? 22 septembre. Oui. C'est une date ordinaire dans mon pays. D'accord. Juste une question. Oui. Si jamais les Camerounais descendaient dans la rue, comme le demande Maurice Kamto, qu'adviendrait-il?
Je vais noter avec vous, avec toute l'humilité requise, que les Camerounais, à chaque fois, ont su suivre le président Paul Biya, parce que Paul Biya a su toujours être dans le bon sens de l'histoire. Paul Biya est un leader qui est rassuré par sa pondération, par son humilité, par son respect de son peuple. Pensez-vous qu'on puisse se dire, et on puisse dire qu'on aime un peuple, quand on lui demande d'aller dans la rue, casser la République, pour qu'on vienne gouverner cette République. Mais oui, monsieur. Non, je vais vous dire que... Personne n'a demandé au peuple d'aller casser la République. Je réponds à votre question de la manière la plus simple, avec un sourire en coin. Nous sommes dans une République. Et dans une République, chacun doit faire son travail. Je veux dire que vous et moi, nous sommes les gardiens de notre nation, et les autres. Chacun doit faire son travail. Ceux qui sont à la communication devront faire leur travail. Ceux qui sont au gouvernement devront faire leur travail. Ceux qui sont dans d'autres partis politiques auxquels je rends hommage ici, je voudrais rendre hommage aux jeunes leaders qui sont sérieux sur la place, des jeunes républicains comme Cabral Libi, je salue Paul-Éric Kingé et les autres. Je veux dire que, et bien sûr, les forces de défense et de sécurité, la police nationale, qui est chargée de veiller sur nos vies et sur nos biens. Donc, nous sommes dans une république, M. Tongo. Si moi j'arrive ici à STV, je commence à porter vos caméras et tout ça, sous prétexte que je viens de Yaoundé et que je suis du ministère de la Communication, et puis vous êtes sous notre tutelle tout au moins d'une façon comme une autre. Non, attendez, vous appelez la force publique pour dire, mais il y a un monsieur qui n'a rien compris à sa mission. Donc, si vous êtes leader d'un parti politique, et vous ne savez pas ce que c'est qu'être leader d'un parti politique, eh bien la nation entière en avisera. Juste un brin d'actualité dans cette émission avec évidemment la complicité de Eric Gando qui la réalise. On va regarder cette photo. Il s'agit de cette rencontre aujourd'hui même ici à Douala, nous sommes le 13 septembre, entre Maurice Kamto du MRC, Kawala du CPP. Cela, il parle d'une mutualisation de forces, d'une coalition évidemment contre le pouvoir, le gouvernement de Yaoundé. L'événement a eu lieu aujourd'hui même. C'était le point d'actualité d'en face à l'actu. Parlons d'autre chose. On va aller du côté de Bamenda. Là-bas, une opération a été lancée par les forces de défense et de sécurité. L'opération dite Bamenda Clean. Évidemment, il est question d'une riposte à ceux-là qui, au quotidien, ont pris des armes pour combattre ces forces de défense et de sécurité et malheureusement, de temps en temps, prennent des vies. Ça a été le cas d'un élément du BIR la semaine dernière. C'est à l'issue de cela que le gouvernement a décidé de déployer les forces pour sécuriser, dit-il, les biens et les personnes. Suivons plutôt. Quelques jours après la mise en garde du ministre de l'administration territoriale contre certains partis politiques, c'est au tour du gouverneur de la région du centre de monter au créneau. Dans cet arrêté signé le 11 septembre, Nazéré Paul Biya interdit toute manifestation et réunion publique non déclarée. Il est question désormais de mobiliser toute l'artillerie lourde pour protéger et sécuriser les populations de Bamenda et ses environs. Cela se fera à travers une opération baptisée Bamenda Clean. Lancée hier dans la capitale régionale du Nord-Ouest, cette opération intervient au moment où des actes criminels se multiplient au quotidien dans cette partie du Cameroun. Entre pillage, destruction des habitations, enlèvement et plus récemment, des tueries à travers des décapitations des hommes et femmes à l'aide des armes blanches et des guerres, tout y passe depuis environ 4 ans dans cette région. La région du Sud-Ouest étant dans la même spirale infernale. Les autorités sécuritaires au sommet dans la région du Nord-Ouest avec comme tête de proue le général de brigade Cavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée, le général de brigade Ekongwese Divine, commandant de la 5e région de gendarmerie et le commissaire divisionnaire Ngoumour Émile, délégué régional de la sécurité nationale du Nord-Ouest, décrivent comme inacceptable l'atmosphère de terreur imposée par ces terroristes et criminels. Ce trio appelle les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité tout au long de l'opération. Du fait de cette opération, la circulation des motos dans la ville de Bamenda est restreinte. Oui. Opération Bamenda Clean. Certains disent que l'armée a décidé de faire du nettoyage, pour le dire en des mots plus simples. Ça vous inspire? Oui, écoutez, quand vous dites certains, je crois que ça aussi c'est... Vous avez vu que j'ai hésité, hein. J'ai dû dire nettoyage deux fois. Ça aussi, pour c'est très journalistique cela, et voilà. je vous le concède. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que à plusieurs reprises, le chef de l'État, chef des armées, a appelé ses jeunes concitoyens des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à déposer les armes et à retrouver la République.
Et vous pouvez voir la fréquence des prises de parole du chef de l'État, de façon apaisée, comme d'habitude, de façon à la limite paternaliste. Vous avez vu des gros événements qui ont eu lieu au cœur du grand dialogue national. Une bonne partie de nos jeunes concitoyens qui s'étaient constitués en terroristes, certains embarqués dans cette affaire-là, dans cette odyssée sanguinaire malgré eux, ils ont retrouvé la République, le président de la République, dans le cadre précisément de la mise en œuvre progressive, graduelle des recommandations du grand dialogue national, a mis sur pied cette opération de réarmement, de réinsertion, etc., qui, comme vous le voyez bien, aujourd'hui sur le terrain, pas mal de jeunes retrouvent la République. Mais d'autres s'entêtent avec des commanditaires tapis à l'ombre qui continuent à en appeler, n'est-ce pas, aux abominations, à l'horreur. Vous voyez nos compatriotes qui sont égorgés au quotidien. Je pense que le chef des armées, le président de la République du Cameroun, a été assez formel en prenant la nation entière à témoin de ce que ceux de ces jeunes compatriotes qui ne voudront pas comprendre le langage de la paix, qui ne voudront pas rentrer dans ce processus de retour à la vie normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, comme de bien entendu, la nation prendra les dispositions qu'il faut pour cela, pour que la paix revienne, que la vie normale reprenne dans le nord-ouest. Passage à la guillotine? Mais non, je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre cette opération comme étant une opération de sécurisation, de protection de nos populations. Protection des hommes, protection des vies, protection des biens. Parce que, vous savez, si on arrive à une situation de non-État, Monsieur Tongo, c'est très grave. Le Cameroun est une république, un État qui a des institutions fortes, un pays qui tient en main les leviers de son émergence entrevue, un pays qui tient en main les leviers de son avenir et qui traverse si vous voulez, c'est des moments que d'autres nations aujourd'hui grandement développées ont connu. Ces situations, ces tensions, cette crise qui perdure au nord-ouest, au sud-ouest, mais on ne doit pas imaginer un seul instant que le gouvernement se doive de croiser les bras, alors que précisément, des enfants de la République sont en train d'être massacrés, alors que précisément, des Camerounaises et des Camerounais sont en train d'être égorgés, éventrés par une horde, n'est-ce pas, de mutants déshumanisés. Donc, aujourd'hui, on a affaire quand même à une problématique, j'avais à cœur quand même d'évoquer cela. On se demande quelle est même l'agenda. Parce que si vous allez dans le sud-ouest, vous verrez que là, les populations sont pour la République. Vous allez au nord-ouest, dans l'ensemble, c'est le même état. Alors, on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire que on ne peut pas, vous, Monsieur Tongo, pourriez-vous reprocher la sécurisation, la protection de nos compatriotes dans ces régions? Pourriez-vous le reprocher? Pourriez-vous applaudir ce qu'on égorge? Applaudir qu'on égorge, qu'on tue des gens de cette façon? Cette semaine encore, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, et cette commission en ajoute à d'autres voix, telles que des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, pour citer peut-être, et d'autres partenaires. Les États-Unis, je l'ai dit, la Grande-Bretagne et bien d'autres, demandent aux deux parties de déposer les armes, de retourner sur la table. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à cette solution médiane? Les deux parties, c'est qui et qui? Le gouvernement. Tongo, vous qui êtes... Non, je ne vous demande pas de répondre. Les forces de défense et de sécurité. Je ne vous demande pas de répondre, je vais la répondre. Je peux répondre, mais voilà. Vous qui êtes un grand journaliste, Monsieur Tongo, vous ne devez pas entrer dans ce jeu-là. Vous savez, quand un pays comme le nôtre fait face à une situation comme celle-là, nous ne sommes pas dans le jeu. Des grandes plumes. Est-ce que les États-Unis n'ont pas demandé? Vous devez être le premier à ne pas accepter. Je ne donne pas mon sentiment. Vous devez être le premier à ne pas. Je relais une information. Alors moi, sous fond de questions. Oui, vous avez raison, vous êtes dans votre rôle. Parce qu'évidemment, vous êtes du côté des commentateurs et moi, j'accompagne ceux qui sont dans l'action. On est d'accord. Bon, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Donc très sérieusement, je vais vous dire, je pense que la politique étrangère, la politique extérieure du Cameroun, telle que définie par le chef de l'État, président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, repose sur, si vous voulez, deux postulats majeurs. D'abord, la non-ingérence et ensuite, le respect des souverainetés intérieures. Dès que j'ai donné ces deux indications, le Cameroun demande à être respecté dans sa souveraineté. Le Cameroun n'a jamais commis sous le magistère de Paul Biya quelque acte d'ingérence que ce fût dans quelques pays amis ou frères que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, mettre même sur le même piédestal
une armée constituée, légale, professionnelle, une armée avec des éléments parmi les plus brillants en Afrique et même dans le monde. En termes de formation, une armée aguerrie et qui respecte les droits de l'homme. Évidemment, on peut avoir des dérapages, ça arrive dans toutes les armées au monde, on en connaît. Et les mettre au même piédestal, au même pied d'égalité que des tueurs, des égorgeurs, passez-moi l'expression, des assassins, et qui mènent une lutte non conventionnelle, quasiment asymétrique au peuple camerounais. Parce que ce dont il est question, ce n'est pas une guerre contre une guerre classique. Il y a longtemps qu'on n'en serait plus là. Donc, moi, je voudrais commencer très humblement par suggérer à ces pays amis du Cameroun, avec une relation historique dans cette amitié. Vous avez cité les États-Unis, vous avez cité. Je vais leur demander un peu de relire les communications gouvernementales. Le ministre de la Communication du Cameroun, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 5 mois, a pris parole officielle au nom du gouvernement de la République pour dire à tous ces pays amis que le Cameroun est ouvert à recevoir leurs suggestions, leurs conseils et que, évidemment, ils disent des choses et d'autres sur ces événements du Nord et du Sud parce qu'ils ne savent pas précisément ce qui s'y passe. Et parce qu'évidemment... Ils ne savent pas parce que le gouvernement n'arrive pas à mieux le dire. Parce que souvent, ils ont des lunettes qui sont des lunettes complètement axées sur de la politique politicienne, sur un théâtre aussi délicat. Ils ne connaissent pas le Cameroun et parlent du Cameroun. Ils ne connaissent pas la réalité de cette situation sur le terrain. Et de deux, est-il possible justement que ces pays-là vraiment nous aident sérieusement? Combien de fois le gouvernement de la République, par la plume de son porte-parole, a eu à relancer ces pays amis du Cameroun en leur disant la plupart d'entre vous, vous hébergez les commanditaires des actes d'atrocité, des actes barbares dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En fait, vous hébergez ceux qui alimentent cette crise. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas aider le gouvernement camerounais justement à mettre tous ceux qui commanditent ces crimes hors d'état de nuire? Je voudrais qu'on regarde cette réaction ou alors cette démission intervenue cette semaine. Cyril Sambaka a décidé de tirer sa révérence ou du moins de partir de l'UDC. L'ancien vice-président de l'Union démocratique du Cameroun a réuni la presse cette semaine pour dire un peu son courroux au lendemain du décès de Adamou Ndamjoya et des difficultés qu'il avait désormais à évoluer dans ce parti politique. C'était au cours d'une conférence de presse, donc voici l'essentiel de sa communication. Je dois vous donner les raisons de ma démission aujourd'hui. Cette démission est suite aux problèmes que nous avons connus après le départ du président Adamou Ndamjoya et avec des statuts de parti qui me désignaient comme celui qui devait poursuivre cette œuvre jusqu'à la convention où on allait élire un autre parti. Ce qui s'est passé, c'est qu'une poignée de gens se sont retrouvés à Fouban et se sont autoproclamés les dirigeants du parti. Dans la pure tradition de l'Union démocratique du Cameroun, j'ai tendu la main, j'ai attendu pour qu'on parle en famille et qu'on trouve des solutions qui puissent permettre que le parti retrouve la légalité. Il n'y a pas eu de suite et aujourd'hui, l'UDC se trouve dans l'illégalité. C'est la raison principale pourquoi j'ai anticipé cette démission pour que l'UDC retrouve la légalité. Comprend celui qui peut comprendre, l'UDC aujourd'hui peut retrouver la légalité. Chose en son temps. Aujourd'hui j'ai démissionné, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est un parti où j'ai fait mes classes, où j'ai passé près de 30 ans avec d'autres. Mais rassurez-vous, vous avez vu cette salle aujourd'hui, tout le monde a compati. On n'a pas vu les chapelles politiques étaient confondues. Ça veut dire que mon problème a rassemblé. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui la possibilité d'être fiers de nous-mêmes parce que si je n'étais pas celui-là qui était fidèle dans la politique, il n'y aurait pas eu tous ces gens ici aujourd'hui. Ils sont venus me témoigner leur soutien. Maintenant, en ce qui concerne mon avenir politique, vous pouvez vous rassurer
nous avons toujours travaillé pour la mutualisation. Avant même que je ne puisse avoir ce putsch, j'étais déjà en train de rassembler les Camerounais de tous bords. Parce que le Cameroun, c'est nous tous. Sambaka, peut-être un mot pour commenter cela et puis on parle du Covid avant le Chan. Ben juste pour saluer un homme politique chevronné, je connais bien M. Sambaka. Et nous avons fait moult débats télévisés ici dans cette ville de Douala. Et je voudrais avoir la faiblesse de penser que c'est un grand compatriote, c'est un grand Camerounais. Même si je n'ai pas qualité de faire des débauchages ou des embauches ou des recrutements RDPC, vous l'y attendez. Je demande à M. Sambaka de me faire un coup de fil. Peut-être que je l'amènerai à une porte comme à une autre RDPC. Voilà. Vous l'avez plutôt RDPC. Voilà, pourquoi pas. Pas moi. Alors, peut-être un mot sur la Covid. Cette semaine, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, est monté au créneau pour dire que lui, il a vaincu la Covid au Cameroun, que désormais, il est parti d'un constat. Vous savez que l'Église catholique avait déployé tout un dispositif d'accueil des malades et autres. D'ailleurs, Samuel Cléda est le fabricant, l'auteur d'un produit contre cette pandémie-là. Le Cameroun est-il définitivement sorti? Le Cameroun a-t-il maîtrisé la Covid? Le Cameroun a-t-il soigné définitivement la Covid? Écoutez, je vais répondre à cette question comme si c'était une question fermée, à laquelle il faille répondre par oui ou par non. Je dis non. Je dis non parce que je trouve... D'abord, je voudrais dire tout mon respect à ce grand prélat de l'Église catholique, l'Église à laquelle j'appartiens, avec tout l'amour au fond de mon cœur. Mais je voulais lui dire qu'il y a une stratégie nationale de riposte contre le coronavirus au Cameroun. Stratégie nationale de riposte prescrite par le président de la République en personne, qui a nommé le Premier ministre chef du gouvernement comme coordonnateur de tous les ateliers, de tout l'attelage, de tout le déploiement de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. Et je trouve qu'il y a comme une inélégance communicationnelle, pour dire le moins, parce qu'alors qu'il est l'information que j'apporte, sous réserve de ce que le ministre de la Communication du Cameroun, avec d'autres respectabilités gouvernementales de la République, on arrive à monter au créneau dans les prochains jours. L'information que nos compatriotes doivent connaître, c'est que le gouvernement de la République en tire satisfaction de cette mise en œuvre, n'est-ce pas, de la stratégie nationale de riposte, parmi les plus réussies en Afrique et même dans le monde. Mais le coronavirus est encore parmi nous. Le Cameroun n'a pas encore vaincu, ni vraiment dompté le coronavirus. Et de deux, la très haute directive du président de la République relativement à un certain nombre au respect des mesures barrières édictées, ces hautes directives sont et restent de mise. Et nous pensons qu'il y a donc des institutions et des structures appropriées pour fixer l'opinion sur la position du Cameroun, où en est le Cameroun aujourd'hui avec le coronavirus. D'ailleurs, vous suivez au quotidien le ministre de la Santé publique qui fait des points cycliques. Merci. Je voudrais, sans trahir aucun secret d'État, dire qu'il est sans aucun doute, dans les prochains jours, le gouvernement de la République, sous la houlette de son porte-parole et d'autres membres du gouvernement, vont certainement fixer l'opinion sur cette affaire du Covid-19. À l'heure qu'il est, moi je demande à mes compatriotes de continuer à respecter les mesures barrières. Et c'est bien que de savoir qu'effectivement, la riposte du Cameroun a été jusqu'à date une riposte vraiment satisfaisante. Merci. Et que l'archevêque métropolitain de Douala, l'archevêque Monseigneur Samuel Cléda a fait un travail remarquable. Mais comme je suis un fils de l'Église catholique, je vais dire au révérend père archevêque métropolitain de Douala de bien vouloir avoir un peu de patience, qu'il veuille bien laisser au gouvernement le soin de faire le point. Et le point que le gouvernement fera sera clair. Nous ne sommes pas encore sortis du coronavirus. Pour terminer, la CAF en a décidé ainsi. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football dit que le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, va se dérouler au Cameroun du 7 janvier au 16 février 2021. C'est la résultante donc d'une rencontre qui a eu lieu cette semaine et on va regarder tout cela dans le résumé que fait ce reportage. Initialement prévu au mois d'avril dernier,
Le championnat d'Afrique des Nations de football reporté à cause de la pandémie du coronavirus est programmé du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. C'est l'une des décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football le 10 septembre, à l'issue d'une séance de travail par visioconférence relative à l'avenir des compétitions africaines dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Outre la nouvelle date du CHAN, la CAF a également indiqué que la règle du 4e remplacement en cas de match à prolongation sera appliquée lors du déroulement de la compétition. À 4 mois désormais du coup d'envoi du tournoi, le Cameroun, pays hôte, poursuit sa préparation avec les mêmes objectifs fixés depuis l'attribution du CHAN au Cameroun. Le premier objectif, c'est celui d'une bonne organisation du CHAN en janvier prochain sur l'ensemble des sites de Yaoundé, Douala-Japoma, Douala-Bepanda, Limbe-Bouéa. Et le deuxième, c'est celui d'une participation glorieuse, victorieuse de notre sélection à prime à cette importante compétition continentale. La CAF annonce une mission d'inspection au Cameroun au mois d'octobre afin de faire le point des préparatifs de la compétition. Lady Newton, notre chroniqueuse sport, football, a majestueusement repris cette date, le 16 janvier, 7 février. Voilà le carnaval du CHAN. Un mot, le Cameroun est prêt? C'est bon, ça va? Oui, c'est bon, c'est parfait. Je pense que c'est une fierté. Le président Paul Biya a tenu parole en ce qui concerne la jeunesse de son pays. C'est une infrastructure futuriste, impressionnante, digne du Grand Cameroun. Charles Tanganamanda, militant indiscipliné, reçoit un blâme de la commission de discipline. Vous êtes aussi vilain, monsieur Charles Tanganamanda? Oh, est-ce que vous pensez que je puisse être indiscipliné? Je vous donnerai mon émotion et ma réponse en off. Pour l'instant. Je ne reviens pas sur ces événements. Vous connaissez mon dévouement au RDPC, mon engagement presque au fond de ma vie ces 3 dernières décennies. Je m'incline devant la grande figure du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président de la République, qui a validé de sa très haute main le rapport de la commission. Je pense que j'ai été blâmé, mais vous ne savez pas pourquoi j'ai été blâmé. Mais vous pouvez nous le dire. Et je ne le dirai pas. Vous êtes victime? Je n'en ferai pas un autre commentaire. Il y a des complicités contre vous? On vous en veut? Je pense que... Qui en veut à Charles Tanganamanda au RDPC? Dans tous les cas, je ne vous dirai pas plus que ce que je viens de dire, à savoir que pour moi, cette affaire est derrière moi. Ces 20 dernières années, je n'ai été que félicité. J'ai des lettres de félicitations à l'appel. Je me suis déjà remis au travail. Je me suis déjà remis au travail sous le très haut regard du président national et de toutes les hiérarchies du parti, le secrétaire général du comité central. Et je voulais vous dire tout à l'heure... Je pensais qu'on avait coupé. Non, c'est terminé. Alors, je voudrais saluer les jeunes de Douala 2 qui m'ont reçu cet après-midi dans un événement traditionnel. Merci. Je salue le président Charles Elisan, que je suis allé le rencontrer avec ma toque traditionnelle. Et je voudrais dire que le RDPC va repartir très fort et je reste un militant très discipliné. Bon retour sur Yaoundé. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette édition de Face à l'Actu. C'était celle de cette semaine. Dimanche prochain, vous en aurez certainement une autre. Je vous souhaite simplement bon début de semaine. Demain, c'est lundi.